Merci beaucoup. Merci d'être là. J'aimerais simplement commencer en expliquant que, selon moi, on est en train de vivre une nouvelle renaissance artistique. Il y a à peu près 5 siècles, ce sont les progrès en physique et en mathématiques qui ont permis aux artistes de repousser les limites de leurs arts et de proposer de nouvelles représentations du monde. Aujourd'hui, je pense que ce sont les data, les algorithmes, les programmes qui permettent aux artistes numériques, de disrupter, de complètement changer la donne dans le monde de l'art. Alors cette renaissance, je l'ai vue il y a quelques années en montant le magazine Amusement, qui était un beau magazine sur les cultures numériques et sur les jeux vidéo notamment. L'idée, c'était de dire que, contrairement à la doxa, les artistes de jeux vidéo sont de véritables auteurs, au même titre que des musiciens, que des auteurs de livres ou des réalisateurs ou des artistes contemporains. Et l'idée derrière tout ça, c'était de montrer que le jeu vidéo communiquait avec d'autres formes créatives, avec l'architecture, la musique, le cinéma, et que ce n'était pas un ghetto ou simplement un jouet, comme bien souvent on souhaite réduire cette forme d'expression. Donc on interviewait de nombreux créateurs de jeux, et notamment des créateurs de la scène indépendante, des artistes qui avaient une très forte patte d'auteur, qui étaient extrêmement créatifs. Comme par exemple Keita Takahashi. Keita Takahashi, si le jeu vidéo n'existait pas, il aurait sans doute fait de la sculpture, de l'art contemporain ou de l'architecture. Et c'est un véritable auteur. Et on l'interviewait sur de très longues pages pour décrypter son process créatif. Je passe quelques pages. Donc en rencontrant cette scène, ces artistes game designers, je me suis mis à m'intéresser à ce qu'on appelle le game art, donc des jeux qui sont entre l'art contemporain et le jeu vidéo, qui sont parfois exposés en galerie pour certains. Et en m'intéressant au game art, je me suis progressivement intéressé aux artistes numériques, donc aux artistes qui utilisent les outils digitaux pour créer et pour diffuser leurs œuvres. Et ce que je me suis rendu compte en discutant avec eux, c'est que ça m'a pas mal choqué, parce que je me suis rendu compte en fait que la plupart de ces artistes n'avaient aucun moyen pour distribuer et pour monétiser leurs œuvres. Les artistes contemporains ont les galeries et les centres d'art, les musiciens ont Spotify, les réalisateurs ont Netflix, les artistes de jeux vidéo, les game designers sont sur PlayStation, sur le PlayStation Network, etc. Mais les artistes numériques n'avaient absolument rien pour justement diffuser leurs créations et les vendre. Ce qui m'a amené à réfléchir à l'idée d'une plateforme qui leur permettrait d'amener leurs créations dans l'espace public et leur permettre de vendre et de vivre de leurs travaux. La première version qu'on a créée de Bright, elle a assez bêtement calqué ce qui existait dans le monde de l'art contemporain. L'art contemporain s'est dit, voilà, c'est là qu'il y a l'argent, il faut copier ce qu'il y a sur l'art contemporain. Et en fait, donc on a créé en fait une plateforme qui reproduisait exactement les mêmes schémas, le schéma d'une vente en édition limitée, avec cession du droit patrimonial, avec des DRM, des Digital Right Management, comme on voit sur iTunes. Vraiment, on a tout fait pour limiter la diffusion de ces œuvres numériques à travers des dispositifs qui finalement créaient une forme de rareté artificielle. On crée une rareté qui n'existait pas puisque les œuvres numériques sont immatérielles et librement diffusables. Et en fait, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas, que c'était une grossière erreur, même si on avait été très loin dans le processus. Et on a complètement changé. Et surtout, juste avant de continuer, on a regardé les valeurs intrinsèques du digital et les valeurs de l'art numérique. On s'est vraiment penché sur ce qui était constitutif d'une œuvre numérique et plus largement des valeurs d'Internet et du monde numérique. Et on s'est rendu compte que, en fait, l'art numérique crée un ensemble de règles qui n'a absolument rien à voir avec le reste du monde de l'art, avec l'art contemporain, avec l'art moderne, avec tout le reste. C'est un nouveau paradigme d'une certaine manière. Et pourquoi ?
La première raison, c'est que les œuvres d'art classiques, modernes et contemporains ont des lieux d'exposition. Elles ont des musées, des galeries, elles sont géolocalisées, si je puis dire. Avec l'art numérique, c'est complètement différent. Ça peut se diffuser absolument n'importe où. Indoor, outdoor, dans la ville. Aujourd'hui, Google et d'autres réfléchissent à des dispositifs de lentilles qui permettront d'avoir de la réalité augmentée toujours sur soi. Donc, il est probable que dans quelques années, le monde se transforme avec des œuvres numériques, finalement que tout notre environnement puisse diffuser des œuvres numériques, pourquoi pas personnalisées en fonction de chacun. Donc cette notion d'immatériel, elle est très forte et finalement la rareté qu'on a essayé de créer dans la première version de notre plateforme, elle était en complète antinomie avec cette valeur très forte et finalement, c'est même au-delà de la valeur, d'une fonction de diffusion immatérielle et illimitée. Le deuxième aspect, c'est que les œuvres numériques sont bien souvent, pas toujours, mais bien souvent interactives. Elles permettent aux visiteurs, aux spectateurs de s'immerger dans une œuvre. Les siècles précédents, on était face à l'œuvre. Avec l'art numérique, bien souvent, on est dans l'œuvre. Et ça, c'est un changement également significatif. L'autre aspect, c'est qu'elles permettent également de créer des dynamiques assez puissantes, collectives, dans des espaces matériels ou sur le net. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Par exemple, j'aimerais citer cette création de Nazia Messaoui qu'on a pu voir pendant la COP 21, où finalement les battements de votre cœur étaient captés par votre smartphone, ensuite diffusés sur la tour Eiffel sous forme d'un arbre virtuel, pour après, dans une troisième étape, être effectivement planté dans l'Amazonie. Donc du battement de votre cœur jusqu'à un arbre réellement planté en Amazonie. Et tout ça avec des dispositifs qui sont donc numériques, qui finalement fonctionnent un peu comme des Lego, d'une data, celle du battement de mon cœur, à une projection et finalement une matérialisation dans le monde réel. Et donc, en regardant, en observant ces valeurs et beaucoup d'autres, hein, là je vais un peu simplement, on a complètement repensé notre plateforme. Et aujourd'hui, Bright, c'est la première plateforme au monde qui expose et monétise l'art numérique dans tous les endroits du monde. Hôtels, restaurants, boutiques, aéroports, gares. Si l'art numérique n'appartient pas aux musées et aux galeries, Bright les amène partout autour de vous, dans tous les endroits qui disposent d'écrans, de vidéoprojecteurs connectés et qui souhaiteraient réenchanter leurs espaces grâce à l'art numérique. Et nous sommes la seule plateforme au monde à avoir pris à bras-le-corps ce qu'on appelle l'interconnexion avec les systèmes d'affichage dynamique, donc c'est tout ce qu'on voit dans les écrans autour de nous, dans les espaces publics. Il y a 2-3 plateformes, on va dire, qui vendent des écrans d'art numérique, et nous sommes la seule plateforme, donc la seule plateforme à avoir pris à bras-le-corps ce défi technique, et c'est Bright, et elle est française. Voilà quelques exemples visuels, juste pour vous donner une toute petite idée. Et on fait ce travail de diffusion et de monétisation, on le fait de manière également virtuelle, vertueuse, merci, voilà, c'est mieux comme ça, en reversant 50% des revenus auprès des artistes et 50% pour Bright. Donc, pour la première fois, les artistes disposent d'une plateforme qui leur permet de vivre de leurs travaux. Aujourd'hui, donc Bright a à peu près 1 an, et on est d'ores et déjà dans une dizaine de campus qui vont arriver bientôt sur le plateau de Saclay, au centre Georges Pompidou, dans leur espace digital dédié aux jeunes, dans les locaux de la Banque LCL également, à Paris et à Lyon, qui souhaitaient disposer d'art numérique pour la rénovation de leurs espaces, et également dans la ville,
puisqu'on est présent dans la promenade Sainte-Catherine à Bordeaux, la toute nouvelle promenade qui a rouvert il y a 2 mois. Et avec JC Decaux et la mairie de Paris, on va organiser la plus grande exposition d'art numérique au monde. 1000 écrans disposés dans la ville, d'ores et déjà disposés, qui diffusent des services et différents services numériques. Eh bien, Bright a été sélectionné pour diffuser et pour amener régulièrement de nouveaux contenus d'art numérique dans la ville, ce qui en fait la plus grande exposition d'art numérique au monde. Et en 2016, beaucoup d'autres lieux s'interconnecteront à Bright. Si vous souhaitez être tenu au courant, n'hésitez pas sur notre site. Et en discutant et en travaillant avec les artistes numériques, on s'est rendu compte que beaucoup d'entre eux étaient tout à fait aptes et souhaitaient diffuser leurs œuvres sur notre plateforme, mais ils souhaitaient aussi aller plus loin. Et pourquoi pas produire des œuvres spécifiquement pour des projets. Donc Bright aujourd'hui c'est la plateforme, je viens d'en parler, mais c'est aussi un studio qui produit le futur de l'art avec des artistes numériques, comme par exemple cette création que nous avons produite pour Twitter, Twitter Europe, où finalement le besoin de Twitter était de traduire la Museum Week. La Museum Week, c'est le moment où tous les musées du monde prennent la parole sur Twitter, de la traduire dans le monde réel, dans les écrans des 3000 plus grands musées du monde, des musées participant à la Museum Week. Et donc ce que nous avons produit, c'est une œuvre que nous avons produite il y a à peu près 6 mois avec l'artiste Marcin Ignac. C'est une œuvre générative donc, qui absorbe les datas des 3000 plus grands musées du monde participant à la Museum Week pour générer 3000 sculptures qui se génèrent en temps réel en fonction de leur flux de conversation, le nombre de tweets, les hashtags, l'année d'inscription, la couleur de la profile picture déteint sur la couleur de l'artwork. Ici, c'est la Tate, vous avez le musée du Quai Branly, le Centre Georges Pompidou. Tous les plus grands musées du monde avaient leur propre artwork qui se sculptait en temps réel au rythme des datas. Un autre projet également pour Twitter, avec l'artiste Brendan Dawes, qui a exposé au MoMA et au Victoria and Albert Museum. C'est une création qui absorbait les tweets qui étaient émis par les visiteurs lors d'un événement. Et en gros, en fonction des caractéristiques de votre compte Twitter, les personnages se créent en temps réel. Et en gros, si vous aviez beaucoup de tweets sur votre compte, vous étiez un gros poisson. Si vous aviez beaucoup de favoris, vous aviez des gros yeux. Si vous aviez beaucoup de followers, vous étiez suivi par d'autres créatures, etc., etc. Le tout était ensuite imprimable en 3D en l'espace de quelques minutes. Et on passait comme ça finalement de quelque chose d'extrêmement immatériel en un personnage qui en cristallisait le souvenir de l'événement. On a travaillé avec le Centre Georges Pompidou sur des expositions d'œuvres tactiles. Le Centre Georges Pompidou également sur Minecraft et l'architecture, où on a invité des adolescents à recréer les collections d'architecture du Centre Georges Pompidou avec Minecraft, donc cet outil, une espèce de Lego virtuel. Et les adolescents, une fois que ces bâtiments, que ces architectures ont été recréées dans Minecraft, les adolescents ont été invités à la modifier, à la hacker, à l'augmenter et finalement à imprimer leur touche personnelle sur les architectures du Centre Georges Pompidou. Donc il y avait la BNF, du Corbusier, etc. Donc là, c'est finalement utiliser un outil qui parle aux adolescents pour leur permettre finalement de s'exprimer sur a priori quelque chose de statique et de fini, en l'occurrence ces architectures. On a travaillé également avec Audi sur des œuvres interactives et toujours sur la partie production de Bright, on a travaillé avec un artiste qui a récupéré les datas de coureurs. Donc, c'est un projet qu'on a réalisé pour Nike. En récupérant ces datas, la géolocalisation, le nombre de kilomètres parcourus, la vitesse, etc., finalement, des sculptures se généraient et qui étaient uniques à chacune des personnes, à chacun des coureurs. Le tout était partageable ensuite sur les réseaux sociaux. Alors, en parlant de data artistes, finalement, la data est une forme de nouveaux matériaux pour cette génération d'artistes et qui présente des potentiels extrêmement excitants. On pourrait se demander d'ailleurs si ce n'est pas une nouvelle école d'art, tant le nombre d'artistes qui utilisent la data un peu comme une peinture, comme un matériel artistique, s'approprie ce nouveau médium.
Alors, parmi les millions de potentiels dont on pourrait parler, moi j'en ai retenu quelques-uns. Le premier, c'est la possibilité pour un artiste de créer des artworks ultra personnalisés. Si un artiste et produit des algorithmes, comme c'est déjà le cas, on en connaît beaucoup chez Bright, qui scannent votre historique, votre passé, vos goûts, votre activité sur les réseaux sociaux, vos émotions, fait de l'analyse de sentiments, ben on pourrait très bien imaginer une œuvre qui suscite une émotion optimisée. J'utilise le mot, évidemment, de manière volontaire. Hein. L'artiste n'est pas là pour optimiser. En général, on renvoie plutôt ça aux sociétés. Mais c'est intéressant de se dire qu'effectivement, si l'artiste est là pour susciter des émotions, une manière d'optimiser ces émotions et de les maximiser, pourrait-on dire, ce serait de vous connaître un peu mieux et finalement de générer des milliards d'artworks, autant qu'il y a de personnes sur Terre. Et là, finalement, l'artwork, l'œuvre, n'est plus unique comme dans le champ de l'art contemporain, mais elle est finalement duplicable à l'infini en fonction de vous. Un autre aspect qui est très important, c'est finalement on parle beaucoup de data, mais de manière un peu soit utile, soit comme je viens de l'expliquer, un peu finalement comme une blague ou comme une projection vers le futur. Mais il peut y avoir des aspects plus politiques. Si un des rôles de l'artiste, c'est de faire un pas de côté pour nous montrer des choses que que le reste du monde ne voit pas, peut-être que le data artist, l'artiste numérique, peut nous montrer des faits qui sont invisibles au commun des mortels et qui sont cachés dans le big data. Et si, effectivement, dans un monde de data, d'algorithmes et de logiciels, peut-être que ce sont les artistes numériques qui sont les mieux équipés pour exposer les problèmes liés à la vie privée, à la responsabilité des algorithmes, à la net neutralité, à la neutralité du net, pardon, aux excès potentiels des intelligences artificielles, des plateformes, des algorithmes et la bioéthique, évidemment. Donc, ce n'est pas que décoratif, ce n'est pas que d'une certaine manière du jeu, le data art et l'art numérique. Ce que j'aimerais dire, c'est vraiment insister, c'est que c'est peut-être effectivement cette génération d'artistes-là qui a le plus de moyens, qui est la mieux équipée, qui a les outils pour dénoncer, exposer les enjeux les plus sensibles du monde numérique dans lequel nous vivons. Comme par exemple cet artwork, je vous en ai sélectionné quelques-uns, qui représente au public, auprès des citoyens, le taux de CO2 dans la ville. Il n'y a pas de météo du CO2 hein, jusqu'à nouvel ordre. Eh bien, un artiste a pris pour mission de représenter le taux de CO2 dans la ville pour l'expliquer, pour le montrer, et pour montrer finalement l'invisible aux citoyens grâce à des outils numériques. En l'occurrence, un capteur et un vidéoprojecteur et un outil entre les deux, du software, du logiciel qui retranscrit tout ça. Ou encore cette installation du collectif Apnoa qui se flash, qui envoie une lumière à chaque fois que sur Twitter, une des phrases interdites par la NSA, 377 phrases critiques qui fait réagir la NSA, qui se flash à chaque fois qu'une personne utiliserait l'une de ces phrases. Une manière de montrer que selon la NSA, chacun d'entre nous serait potentiellement un terroriste en puissance si on se fiait uniquement à ces phrases et à l'utilisation de ces phrases. Une manière aussi de dénoncer la surveillance généralisée. Alors, juste pour terminer, si on va même au-delà des datas, et si on va dans le champ des intelligences artificielles, pourrait être intéressant de se dire que peut-être que les prochaines œuvres, les prochains schémas créatifs seront peut-être générés par des intelligences artificielles. Si l'artiste est un codeur, comment effectivement le champ de l'art va se reformuler? Quelle va être la place de l'auteur? Est-ce que ça va être finalement une personne qui crée des intelligences artificielles? Et est-ce que si cette personne, si ce codeur crée des intelligences artificielles créatives, basées sur des datas et des programmes, est-ce que on va pas voir arriver dans les années qui viennent des formes créatives inventées
imaginées par des intelligences artificielles, des choses auxquelles nous-mêmes, nous n'aurions pas pensé, et finalement redéfinir la notion même de créativité. En général, la créativité, c'est quelque chose qui est propre à l'homme, dont on considère qu'elle nous sépare des animaux et du reste. Mais peut-être que si une intelligence artificielle arrive à créer des choses auxquelles on n'est pas imaginé, peut-être que ce territoire et ce précaré sera complètement redéfini et bouleversé. Et j'en ai terminé.